Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite par une tragédie où 9 jeunes âgés entre 20 et 30 ans ont perdu la vie à l'hôpital Ajira, selon un bilan provisoire reçu à 13 h à la suite d'une intoxication alimentaire survenue lors d'une fête d'anniversaire qui s'est déroulée hier à Imirkassine. Selon les précisions du directeur technique adjoint de l'Ajira, parmi les personnes hospitalisées figure également l'un des traiteurs ainsi qu'un membre de la famille du propriétaire de l'espace où la célébration a eu lieu. Les détails avec Radraman Zatouf. Au total, 39 personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire samedi dernier lors d'une fête d'anniversaire à Imirkassine et ont été pris en charge à l'hôpital Ajira. Les patients ont commencé à affluer hier à partir de 14 h. À ce jour, 9 décès ont été enregistrés sur place. Les soins sont relativement complexes car les patients sont dans un état critique selon le directeur technique adjoint de cet établissement hospitalier public. Environ 50 personnes avaient été invitées à cette fête. L'enfant du propriétaire de l'espace fait également partie des victimes. L'un est décédé et l'autre est toujours en soins intensifs. Le traiteur est également hospitalisé. Une enquête a été immédiatement ouverte suite à ce drame. Dans les actualités également, la rencontre entre le gouvernement et le sénateur s'est tenue aujourd'hui au Palais Vert d'Anouskeli. Des questions avaient déjà été envoyées en amont par les sénateurs aux ministres concernés et ce sont les questions restées sans réponse qui ont fait l'objet de cette rencontre. Le président du Sénat a cependant souligné que les sénateurs sont tous convaincus de la volonté manifeste des ministres à s'engager dans les actions de développement, même si des lacunes subsistent clairement dans la mise en œuvre à différents niveaux. Conformément à la Constitution, les députés et les sénateurs peuvent adresser des questions orales ou écrites aux membres du gouvernement. Ces questions doivent recevoir une réponse durant les sessions parlementaires régulières. En ce qui concerne spécifiquement le Sénat, 25 ministres ont reçu des questions écrites de la part des sénateurs de Madagascar en amont de cette rencontre. Les 5 autres ministres n'ont, quant à eux, reçu aucune question. Sur les 25 ministres concernés, 15 ont répondu par écrit. Ainsi, les questions restées sans réponse écrite ont été traitées aujourd'hui lors de cette rencontre entre le gouvernement et les sénateurs. Par ailleurs, le Premier ministre n'a pas eu besoin de présenter le bilan du gouvernement devant les sénateurs, car le Sénat a indiqué avoir déjà suivi son intervention à l'Assemblée nationale. Le président du Sénat a réaffirmé aujourd'hui, à l'ouverture de la séance, que les sénateurs sont des personnes respectables et pleines de sagesse. Ainsi, cette rencontre se déroule dans un esprit de dignité. Il a souligné que les sénateurs sont unanimes à reconnaître la volonté de l'exécutif. Néanmoins, des lacunes existent au niveau de la mise en œuvre. À cette occasion, le président du Sénat a également lancé un appel au gouvernement, invitant les ministres à véritablement s'engager dans l'action politique et à ne pas se limiter aux seuls aspects techniques. Le général Ravalmanan Richard a insisté au cours de cette rencontre sur le soutien du Sénat aux membres du gouvernement face aux tentatives de division et aux formes diverses de pression psychologique qui prévaut actuellement. Et le Premier ministre a répondu aujourd'hui au Sénat aux critiques délibérément relayées récemment par l'opposition. Contrairement à ce que certains affirment, a-t-il déclaré, Madagascar a tout gagné en accueillant le sommet de la SADC. Cet événement contribuera à renforcer le rayonnement de Madagascar sur la scène internationale avec un impact direct sur l'économie, notamment pour le secteur touristique. Toujours un reportage de Miravoulat Sferen et de Braz Donilson. Madagascar rayonne actuellement sur le continent africain grâce au leadership du président Rajoelina, selon le Premier ministre Christian. Ce rayonnement dérange certains acteurs politiques, a-t-il poursuivi. Le Premier ministre a réaffirmé que l'intérêt national doit primer sur les intérêts politiques.
Certains politiciens, selon lui, placent leur ambition personnelle au-dessus des intérêts de Madagascar. Il a ainsi souligné que l'organisation de sommets internationaux n'est pas pour le seul intérêt du président Andjrazouel ou du gouvernement, mais représente une opportunité économique, en particulier pour le secteur du tourisme et de l'artisanat. Le Premier ministre a adressé ses remerciements aux Malagasy pour leur sérénité, leur sens de l'ordre et leur respect de l'organisation lors des visites officielles des présidents français et slovènes, ainsi que durant l'accueil du dernier sommet de la COI. Il a également lancé un nouvel appel à l'unité nationale en vue de la réussite de l'accueil du sommet de la SADC prévu à Madagascar au mois d'août prochain. En économie, le projet de loi sur les fonds publics adopté lors du Conseil des ministres spécial de samedi dernier met en avant plusieurs mesures. Le renforcement des règles fondamentales de gestion des fonds publics, la mise en place d'un cadre structuré pour leur administration, ainsi que l'intégration de ces principes dans la loi. Il prévoit également l'introduction légale de la planification de la trésorerie et de l'accès au marché monétaire. Toutefois, ce projet de loi ne modifie pas pour le moment en exécution budgétaire de l'État. Les détails. La législation actuelle encadrant les fonds publics est devenue obsolète face aux évolutions technologiques et économiques. Elle remonte en effet au 29 septembre 1962, d'où l'adoption de ce nouveau projet de loi par le Conseil des ministres spécial samedi dernier. 4 grands axes y sont développés. La mise en place d'un compte unique du Trésor sur l'ensemble du territoire, unité de caisse, unité de trésorerie, transfert des fonds de toutes les structures publiques vers ce compte unique, instauration d'un comité de gestion des fonds publics, intégration légale du plan de trésorerie et de l'accès au marché monétaire. Il est à noter que les structures de l'État disposent d'un délai de 18 mois pour se conformer à cette nouvelle loi. Celle-ci ne sera pas applicable immédiatement aux communes rurales tant qu'elles ne disposent pas d'outils modernes leur permettant de respecter les exigences technologiques et les réformes prévues. Par ailleurs, cette réforme n'a aucun impact sur l'exécution budgétaire actuelle, laquelle reste régie par d'autres textes spécifiques. La rédaction de ce projet de loi a bénéficié de l'appui technique du Fonds monétaire international. Des consultations ont été menées avec les principaux services du ministère de l'Économie et des Finances, la Banque centrale de Madagascar, ainsi que la Cour des comptes. Ce projet fait aussi partie des conditions nécessaires pour bénéficier des financements dans le cadre des programmes FEC, Facilité élargie de crédit, et FRD, Facilité de résilience et de durabilité émanant du FMI pour l'année 2025. Le professeur Yvette Madeleine Razaf-Malala Rabetafk, épouse du professeur Raymond Randzev, s'est éteinte le dimanche 15 juin à l'âge de 83 ans. Elle maîtrisait parfaitement le français et l'anglais et avait commencé à enseigner dès son jeune âge, d'abord dans les écoles protestantes, puis dans les lycées, avant d'accéder à l'enseignement supérieur en tant que chercheuse. Elle avait également laissé une empreinte profonde dans les domaines social, culturel et diplomatique. Elle avait été la première malgache nommée représentante permanente de Madagascar auprès de l'UNESCO au début des années 2000. Parmi ses contributions notables figure aussi son engagement dans la restauration du palais de Mazakamiadan. Elle avait siégé au sein du Haut Conseil de la francophonie et avait aussi été représentante personnelle du chef de l'État auprès de l'OIF. La grande famille de Viva présente ses condoléances aux familles endeuillées. En sport, la section de Manzakanjin ne néglige pas les jeunes dans le domaine du football. Pour ses responsables, le développement du foot passe avant tout par la relève. C'est pourquoi cette dernière occupe une place importante dans la saison sportive. Hier, la nouvelle saison 2025-2026 a été officiellement lancée sur le terrain d'Andjiapamak dans la commune d'Ambouichouni. Le terrain d'Andjiapamak, dans la commune d'Ambouichouni, a été hier le lieu de rassemblement des joueurs de football de la section de Manzakanjin à l'occasion du lancement officiel de la saison 2025-2026.
La cérémonie a mis en lumière des clubs qui disposent de jeunes catégories, la section accordant une importance capitale à ces jeunes talents en les intégrant dans des compétitions tout au long de la saison, explique Tina Rakutsan, président de la section foot de Manzakanjin. La section de Manzakanjin fait partie des 8 sections qui composent la Ligue d'Analamang. Selon le président de la Ligue, ce type de rencontre de proximité permet d'identifier les besoins spécifiques de la localité. Ce dernier a d'ailleurs remis du matériel, notamment des ballons, aux communes et aux clubs présents. Des formations seront également organisées sur place, soutient Rakutor Manana Ensu, dit Tot, président de la Ligue de foot d'Analamang. L'ouverture de la saison a été le reflet d'une vraie collaboration entre les responsables du foot et les autorités locales. La commune d'Ambuchun, hôte de l'événement, a été chaleureusement félicitée par les dirigeants du foot pour son accueil. La cérémonie d'hier a aussi été marquée par un match féminin opposant l'équipe de la commune d'Ambatumen, en vert sur les images, à celle d'Ambuchun, l'équipe hôte. Le match s'est soldé par un score nul 0-0 et c'est au tir au but que la commune d'Ambatumen a remporté la victoire, recevant le trophée remis par le président de la Ligue d'Analamang. Et plus de 100 pilotes de 2 roues ont participé à la 3e manche du championnat de Madagascar de scooter. Par ailleurs, des sanctions sont prévues pour les pilotes qui nuisent à l'image des 2 roues en dehors des compétitions, comme la conduite à grande vitesse sur la voie publique. La compétition s'est tenue au SRK Imertsetousk. Narsour Azakassan et Michel Rakutsan pour plus de détails. La compétition a été très disputée dimanche dernier lors de cette 3e manche du championnat de Madagascar de pilotage de scooter organisé au SRK Imertsetousk et qui a réuni plus de 100 participants. Les grands noms de pilotage de 2 roues ont démontré leur expertise dans une compétition marquée par plusieurs retournements de situation selon les résultats de cette étape. Il s'agit de la première organisation pour le club Scootmania dans le cadre du championnat de Madagascar. Par ailleurs, les pilotes sont désormais soumis à des règlements définis par l'instance fédérale selon les explications du secrétaire général de la fédération. Toute personne portant atteinte à l'image des 2 roues, en particulier en dehors du cadre compétitif, s'expose à des sanctions. Voici les résultats. Première place catégorie C1, Speedy Gonzalez. Première place catégorie C2, Razaf Kelly. Première place catégorie A1, Jazz. Première place catégorie A2, Lionel Natex. Première place catégorie B, Rtax. Première place catégorie féminine, Razaf Kelly. Et première place catégorie Kids, Petit. Et on passe à présent aux actualités internationales. Israël et l'Iran poursuivent ce lundi leurs échanges de frappes meurtrières déclenchées par une attaque israélienne à laquelle riposte Téhéran, malgré le système de défense sophistiqué dont dispose l'État hébreu. France 24. Pour lutter contre le déluge de missiles iraniens, Israël a besoin de plus que son fameux dôme de fer. Si ce système de détection par radar s'avère efficace à 95% contre les roquettes à courte portée, celles tirées sur l'État hébreu depuis Gaza ou le Liban par exemple, il l'est beaucoup moins pour les missiles à moyenne portée. Dans ce cas précis, Israël utilise donc 2 autres procédés, la fronde de David et l'Arrow 3, capables de neutraliser les missiles balistiques ayant une portée de 40 à 300 km, tirés par l'Iran ou les Houthis depuis le Yémen. À cela, Israël a récemment rajouté l'Iron Beam ou poutre de fer, un laser extrêmement puissant utilisé pour intercepter drones et roquettes, trop petits pour le dôme de fer. Plusieurs systèmes compensés également par les avions de chasse de l'armée de l'air, dont l'armée israélienne reconnaît cependant les limites. Tsahal déploie ses meilleurs systèmes, méthodes et capacités pour minimiser les pertes, mais il n'existe pas de protection absolue. Israël craint donc d'être submergé par une avalanche de tirs, notamment de missiles hypersoniques, comme ceux lancés par l'Iran ces derniers jours. Après une percée d'environ 180 missiles balistiques iraniens en octobre dernier, les États-Unis ont envoyé une première batterie de défense antimissiles à haute altitude en Israël. Une deuxième a suivi plus tôt cette année. Les États-Unis
ont également abattu des missiles iraniens ces derniers jours à l'aide de navires de guerre basés dans le golfe Persique. Et dans la bande de Gaza, les attaques croisées entre Israël et l'Iran font craindre une escalade militaire régionale. France 24. Les bombardements ont continué, les massacres ont continué. La dernière frappe, c'était à Deir el-Balah. Une famille entière a été tuée par l'armée d'occupation. 5 personnes ont été tuées. Et bien sûr, toujours le fameux piège d'aide humanitaire. Les gens qui font la queue pour aller accueillir l'aide humanitaire, ils sont toujours ciblés. Et hier, le ministère de la Santé à Gaza, ils ont donné le bilan depuis l'ouverture de ces centres de distribution. On a 3000 morts ont été tués en attendant ou en essayant de récupérer un colis ou bien un sac de farine, et de 600 blessés dans cette affaire aussi. Malheureusement, avec ce qui se passe à l'Iran, les gens ils sont plus inquiets parce que nous, on a toujours un proverbe quand il s'agit de l'occupation, c'est que elle tombe enceinte ailleurs et elle accouche à Gaza, malheureusement. Donc, tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est toujours relié, ou bien Gaza est toujours affecté, que ce soit l'attaque contre l'Iran ou bien la riposte de l'Iran, le sud de Liban, le Liban, c'est toujours Gaza qui paye à la fin. Donc, il y a une peur que cette violence ou bien cette escalade entre l'Iran et l'Israël fait du sorte qu'il y aura plus de massacres à Gaza et plus de victimes à Gaza. Et malheureusement, on considère que le monde entier maintenant à bouger ses caméras vers cette zone-là et que ce qui est en train de passer à Gaza est oublié. Et là, ça va être encore plus un blackout total. Donc, c'est vraiment la peur et l'angoisse de la population quand ils ont vu que que Israël a attaqué l'Iran et contrepartie, il y a une riposte. Donc, peut-être ça va amener à une guerre régionale et surtout que nous, on a envie que tout ça s'arrête. Il y en a d'autres observateurs qui disent au contraire, là, c'est la dernière carte de Netanyahou de prolonger la guerre, c'est de frapper l'Iran parce que tout le monde sait que Netanyahou cherche que la guerre pour que lui il reste en vie, que sa vie politique continue. Donc, il est en train de faire la guerre partout. Et c'est pour ça que là, c'est la dernière carte, c'est la carte de l'Iran. Et une fois cette carte est finie, ça peut être aussi la fin de la guerre à Gaza. Pour terminer, les pays du G7 ont démarré hier des négociations pour tenter de trouver un langage commun concernant le conflit qui oppose l'Iran et l'Israël, au moment où leurs dirigeants, dont le président américain, se retrouvent pour un sommet sous tension dans les Rocheuses canadiennes. Retour sur les enjeux de ce sommet avec France 24. Mark Carney pose le pied sur le tarmac de l'aéroport de Calgary. Le Premier ministre canadien s'apprête à accueillir un sommet du G7 sous haute tension. La guerre entre Israël et l'Iran sera bien sûr au menu des discussions, avec la possibilité de publier une déclaration commune esquissée par le Britannique Keir Starmer. Ce conflit est central et le sommet du G7 offre l'opportunité de discuter avec les dirigeants de cette situation qui évolue rapidement et de présenter ensemble nos arguments forts pour une désescalade de ce conflit. Mais sur ce sujet, comme sur les autres, difficile pour le G7 de parler d'une seule voix. Depuis son retour à la tête des États-Unis, Donald Trump n'a eu de cesse de fragiliser l'unité entre pays occidentaux. Dans les Rocheuses canadiennes, le président américain sera au centre de toutes les attentions. Beaucoup de dirigeants seront désireux de s'entretenir avec le président américain au sujet de la guerre commerciale qu'il a déclenchée. Volodymyr Zelensky, invité du sommet, espère lui obtenir une discussion avec le président américain sur la guerre en Ukraine, tout comme Emmanuel Macron. À mes yeux, c'est la question de savoir si le président Trump est disponible à mettre en avant des sanctions beaucoup plus fortes à l'égard de la Russie si elle refusait de répondre à la proposition qu'il a fait depuis maintenant plusieurs mois et à laquelle a répondu le président Zelensky dès le mois de mars. Preuve des dissensions entre les membres du G7, Mark Carney pourrait renoncer à publier la traditionnelle déclaration commune de fin de sommet et devrait opter pour des engagements courts. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film de la soirée, Clown in Cornfield. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.